Bienvenue à votre émission Flash Info Afrique, donc exceptionnellement qui se tient aujourd'hui mercredi 4 novembre, parce qu'on a une actualité qui bouge, l'Afrique bouge, les nouvelles n'attendent pas. Donc cette émission est en direct donc sur Facebook et sur tous les réseaux. Je vais vous présenter donc les titres de cette édition. Alors, premièrement, la Côte d'Ivoire. Donc, l'actualité ivoirienne est toujours chargée avec la suite de la crise post-électorale. On a des forces de l'ordre qui ont donc encerclé les domiciles de certains opposants. Deuxième sujet, toujours la Guinée. Une situation toujours tendue malgré une semaine de violence et des contestations qui sont en cours. Et d'ailleurs, je profite donc justement, nous allons avoir un invité exceptionnel, M. Souleymane Ba, qui est un opposant qui était sur le terrain, donc qui a vécu les événements guinéens en direct, qui va nous donner, qui va nous accompagner dans cette émission pour commenter ces actualités, notamment guinéennes et ivoiriennes, et donc d'autres sujets. En troisième, nous avons donc l'actualité brûlante des États-Unis. Donc, on a un suspense qui est toujours prégnant. On ne sait pas encore qui va être donc le président des États-Unis à l'heure où je vous parle. Quelles implications pour l'Afrique, quelle que soit l'issue du scrutin entre Trump et Biden. Donc, décryptage. Et quatrième sujet, toujours d'importance, sur l'Éthiopie, on a donc des violences qui sont intervenues entre un groupe rebelle Oromo dans le Tigré, qui est une région autonome, enfin fédérale, mais l'Éthiopie est un système fédéral, et ce groupe aurait donc commis des massacres sur des populations amhariques, qui est l'ethnie majoritaire du pays. L'Éthiopie était un modèle donc d'intégration avec un système hybride, donc fédéralisme sur des bases identitaires, avec un Premier ministre d'ailleurs qui avait obtenu le prix Nobel de la paix pour sa gestion. Donc voilà, on va questionner tout ça. D'entrée de jeu, donc je vais parler tout de suite donc de la situation ivoirienne. Alors, donc, Alassane Dramane Ouattara a été proclamé donc président de la République par 94,27% des voix. On est d'accord que face à une opposition qui a boycotté les élections parce qu'elle estimait que les conditions n'étaient pas réunies. Donc, depuis, on est dans une situation de latence. Donc, l'opposition a décidé de mettre en place un gouvernement de transition. Et donc, la situation est tendue. Monsieur Ba, est-ce que vous avez une réaction sur ce qui se passe déjà en Guinée, en Côte d'Ivoire, qui était prévisible par rapport à la situation guinéenne que je viens d'évoquer? Alors, merci à tous nos téléspectateurs. Merci également à Diaspora Web TV. C'est un plaisir de partager ce petit moment avec vous pour faire un peu un décryptage de ces actualités africaines. Alors, ça ne me surprend pas parce que c'est du copier-coller de ce qui s'est passé en Guinée, qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, donc un pays voisin. Ce qu'il faut se rappeler, il y a eu tout ce que vous connaissez, je ne peux pas rentrer dans l'histoire, mais dans le contexte actuel, nous voyons des présidents qui se sentent démocrates, mais qu'au fond, jouent au petit jeu démocratique dans le but de se maintenir au pouvoir éternellement. Alors, ça ne nous surprend pas ce qui se passe avec, disons, un score soviétique de plus de 94,27%, que Alassane s'est fait attribuer. Et nous avons vu un peu la coalition de l'opposition qui essaie de créer un conseil national de transition dont tous les leaders politiques en métier et tout ce qui s'ensuit veulent, disons, créer un gouvernement parallèle qui est, à mon avis, un autre problème en matière de lutte contre la démocratie, parce que quand tu n'as pas les moyens, c'est difficile de créer un gouvernement parallèle et de s'opposer à un État qui a tous les outils, tout le système en arrière. Oui, et est-ce que vous ne pensez pas donc, que là, on est vraiment arrivé à l'échec d'un processus, ce qu'on appelle la démocratie multipartisane avec des élections pluralistes?
est-ce que ce n'est pas vraiment l'échec de ça quand on voit la situation, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire ou au Mali récemment, où on arrive à des blocages institutionnels avec des régimes qui arrivent à bout de souffle et qui ne veulent pas partir? Quels moyens peut avoir une opposition pour essayer de pallier à ce manque criant de démocratie, selon vous? Ben, en fait, il faut une alternance démocratique, hein. Il faut une dynamique populaire, en fait. Et c'est ce qui est difficile, en fait, à trouver avec une coalition d'opposants, parce que les gens sont infiltrés, les gens sont impliqués, infiltrés partout, et c'est ce qui est très difficile, parce que la quête de la démocratie, il faut l'arracher. Et comment l'arracher avec, disons, un système qui est corrompu et qui a tous les outils dans les mains. Et c'est pas évident. Alors, les politiciens doivent avoir une certaine coalition. On parle beaucoup plus d'alliance, d'alternance. Mais, à mon avis, il y a une question de vision, des visions sur la notion de la démocratie. Et c'est ce qui est difficile à voir actuellement en Afrique, parce que la plupart des gens qui sont à la quête de cette démocratie sont des gens qui sont des marionnettes des dirigeants de l'État. D'accord. Donc, vous pensez que c'est lié d'abord à la question patrimoniale, c'est-à-dire les ressources? Est-ce qu'il faut, parce que l'opposition n'a pas les moyens pour s'organiser correctement, pour faire face? Ou est-ce que c'est vraiment l'État en tant que tel qui ne marche pas? Parce qu'on a vu quand même les CENI, hein, donc des commissions qui sont censées être indépendantes pour superviser les élections, et chaque fois, ces commissions nationales électorales donnent quand même se rangent toujours du côté des pouvoirs, malgré le fait qu'on voit dans les faits que ces élections sont souvent contestées, du bourrage d'urnes, enfin. Donc, moi, je pense que la question, est-ce que ce n'est pas vraiment d'abord aussi une manière de comment faire pour avoir une opposition de qualité? C'est-à-dire, sachant tout ça, pourquoi l'opposition n'arrive pas à s'organiser correctement et pour pouvoir pallier à tout ce qu'on voit souvent? Par exemple, pour le cas guinéen, c'est sûr que Dalein Diallo était parti déjà avec une avance confortable. Il savait bien que le pouvoir allait jouer, essayer de tripatouiller, mais je ne comprends pas pourquoi l'opposition guinéenne n'a pas réussi à se mettre en bloc totalement derrière pour empêcher justement ce qu'on a vu avec les lots de violence et tout ce qui s'en sort. Donc, quelle stratégie pour l'opposition? Je pense que l'opposition, en fait, doit s'organiser. Il faut avoir des stratèges qui sont bien formés pour essayer d'anticiper. Et nous avons vu, je prends l'exemple du cas de la Guinée, l'opposition, le FNDC, le fameux FNDC, il y a eu la NAD, nous on a été membres fondateurs du DAD, qui est une alliance de l'alternance démocratique. Mais la plupart de ces organisations de société civile, d'organisations, de syndicats, tout ça, il y a des gens qui sont infiltrés, mais qui travaillent pour l'État. Un appareil corrompu qui est là dans le but de dissuader et de saboter ces actions, disons, de la société civile et l'opposition. Alors, je pense qu'il faut s'organiser. En s'organisant, il faut avoir un but commun. Et ce qui est difficile à acquérir, en fait, dans l'opposition. Parce que aujourd'hui, nous voyons un peu, il y a des gens qui ont été exclus de la plateforme du FNDC en Guinée parce qu'ils ont décidé de ne pas laisser Alpha Condé se balader pour essayer de se prévaloir, disons, une politique de la chaise vide. Ouais. Donc, ils se sont prédestinés à aller en élection et il y a certains qui se disent non, nous, on ne voulait pas. Et alors, il y a une scission. Alors, qu'est-ce qu'on veut? La question qu'il faut se poser, à mon avis, qu'est-ce qu'on veut de la nation? Pour la nation, pour le peuple, qu'est-ce qu'on veut? Si nous sommes convaincus que le gouvernement actuel n'est pas représentatif de ce que nous voulons, il faut s'organiser, il faut mettre nos orgueils à côté pour essayer d'avancer. Alors, moi, je pense, à mon avis, oui, tout commence par là. Il faut une question d'opinion collective qui amène à penser au peuple et à la modernité et au développement économique. Oui, et d'autant plus, justement, par rapport au peuple, on a vu quand même l'échec un peu des médiations et cette communauté internationale, que ce soit la CEDEAO, qui est l'organe sous-régional, ou les instances, l'Union africaine ou la communauté internationale, l'Union européenne.
généralement vont toujours dans le sens des pouvoirs établis, alors qu'on a justement cette espèce de césure, de plus en plus de coupure de la base. Donc, si je vous comprends bien, est-ce qu'il faudrait carrément aller à des soulèvements pour qu'on puisse avoir ce changement tant attendu par les peuples africains? Mais je pense qu'il faut une conscientisation de la société africaine dans la quête de la démocratie, à l'image des valeurs, les croyances de ces États ou de ces nations. Alors, la CEDEAO, on connaît un peu, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais à mon avis, c'est pas bon, on peut s'objecter, mais ils ne représentent pas le peuple en tant que tel. À chaque fois on a vu le cas qui s'est passé au Mali, on a vu la Guinée. En Guinée, on a vu ces gens-là, ces émissaires qui ont été corrompus, qui ont eu des montants au profit de l'État, alors qu'ils ne font pas le travail. C'est comme un médecin après la mort. Exactement. Donc, à mon avis, il faut s'objecter. Il faut se dire, est-ce que la CEDEAO, l'Union africaine, est là pour défendre les intérêts de la nation africaine? Et ça, c'est la question à se poser. Est-ce qu'il faut refondre, il faut formater ces organisations-là et mettre, disons, un collectif indépendant à part ces dirigeants-là qui se protègent entre eux? Alors, ça, c'est l'opinion, ça, c'est la question qu'il faut se poser et se prédestiner pour le futur. Mais ils ne sont pas là pour défendre un peuple, mais qui est opprimé par un système, par un lobby de chefs d'État qui cherchent en fait à manipuler la population au profit d'un individu, parce qu'au fond, c'est un cercle, un lobby qui se permet de se maintenir éternellement au pouvoir. Et ça, et troisième sujet, enfin, questionnement que je vais vous poser comme ça directement, par rapport au ce que j'appelle, moi, le piège ethnique. Comment sortir de ça? Sachant que la plupart de ces dictateurs ou ces régimes africains installés qui s'accrochent, qui sont prêts à tripatouiller les constitutions, vont quelquefois jusqu'à agiter un peu ce spectre-là. On le voit bien avec la situation guinéenne, donc Malinké, Peul, chacun avec des zones bien définies. Hein, et la Côte d'Ivoire, on le voit bien aussi toujours, hein, ce nord-sud, Djoula contre les peuples du sud. Donc, comment sortir de ce piège qui est mortifère alors que la plupart de que ce soit ces communautés, les gens se retrouvent quand même dans la même misère, dans la même pauvreté. Et moi, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais en fait, si je regarde un peu la plateforme de Diaspo, on parle de diversité, on parle d'inclusion, on parle de vivre ensemble. Oui. C'est des notions qu'on utilise, mais souvent, on ne connaît pas la teneur de ces mots. Je pense qu'une nation, c'est une identité. Alors, au sein de cette nation, il y a des ethnies et il faut se reconnaître et reconnaître la valeur de l'autre. Et c'est qu'on voit souvent, je prends l'exemple de la Guinée, on a 4 raisons principales et les gens, ils disent que c'est une nation, mais au fond, il y a un système ethnique qui a été manipulé pour essayer d'amener les gens à se classifier d'un niveau supérieur par rapport à un niveau inférieur. Et c'est pas évident, parce qu'il y a certains qui dépendent du système, il y a certains qui veulent se maintenir au système, mais tout en utilisant l'autre ethnie. Et ça, c'est très compliqué. On peut, par exemple, sauter directement du cas de l'Éthiopie, parce que quand on a une diversité, on peut penser à créer un État fédéral dans le but d'amener un système de rotation, de démocratie participative, pour permettre à chaque ethnie de participer au développement et de se sentir pas exclu dans la gestion de l'État. Et ce qui est très difficile. À mon avis, si je regarde la Guinée, il y a beaucoup qui se questionnent actuellement, est-ce qu'il ne serait pas mieux de créer un État fédéral qui permet d'avoir des gouverneurs et qui peut s'alterner tous les 4 ans? Est-ce que c'est une solution? On a vu le cas qui s'est passé tout récemment en Éthiopie, mais est-ce que créer un État fédéral, c'est une solution à pallier à l'ethnocentrisme? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Mais justement, deuxièmement, c'est que moi, personnellement, je me poserais, est-ce que c'est une solution viable et durable? Oui. Deuxième question, est-ce que quand on a plusieurs ethnies, qu'est-ce qu'il faut pour amener à une identité commune, à un but commun pour la quête de la démocratie? Comment arriver? Donc, il y a une sociologie politique qu'il faut amener. Il faut que les gens se sentent impliqués dans la gestion de l'État, qu'il n'y a pas de classification ou de stratification de ces ethnies-là par rapport à une couche supérieure et une couche inférieure. Donc, c'est une politique sociale qu'il faut mettre en place
et amener les gens à se participer, parce que souvent, c'est qu'on voit, quand il y a un peuple qui vient au pouvoir, ou un Soussou, un Malinké, mais il a tendance à ramener son ethnie au pouvoir. Et ça peut frustrer. Mais on ne peut pas dire que toutes les ethnies sont compétentes dans la gestion de l'État, mais on a chacun une compétence, parce qu'au fond, je me dis souvent, chaque être humain a une compétence, au moins deux, qui permettent de se prévaloir de gagner sa vie et de travailler politiquement et socialement. Donc ça, c'est l'enjeu principal, à mon avis, mais la fédération, c'est une solution, mais il faut savoir est-ce que la solution est durable dans le temps et comment est-ce qu'il faut l'aligner pour éviter encore un cas de rébellion. Mais c'est sûr que par rapport à ces exemples, justement, l'exemple éthiopien, donc comme je viens de le dire dans les titres, hein, on a quand même eu des massacres épouvantables, 54 morts, des centaines de blessés, des femmes, des enfants, par un groupe de Oromo qui se réclame justement de ce système fédéral qui ne veut pas. Hein, mais alors que l'Éthiopie, il y a quelques années, on citait l'Éthiopie comme un exemple justement par ce système d'organisation en créant des grandes régions qui se gèrent eux-mêmes et un système fédéral. Aujourd'hui, l'Éthiopie est au bord d'une espèce de guerre civile entre Addis Abeba et justement cette province, sur fond de ce que nous avons vu. Donc moi, je pense que le problème de fond, c'est vraiment comment l'État peut avoir les moyens de contrainte légitime. Hein. Et tant que l'État ne va pas avoir une armée, une républicaine avec des moyens pour pouvoir asseoir le droit et la justice, on va avoir toujours ces situations-là. Et puis le fait qu'on a un continent qui bouge, hein, l'Éthiopie, pour rappel, hein, c'est quand même le deuxième pays le plus peuplé du continent, plus de 100 millions d'habitants. Et d'ailleurs, un Premier ministre, Abiy Ahmed, qui avait été donc prix Nobel de la paix, justement pour ses actions pour essayer justement de trouver une solution institutionnelle aux problématiques de cet immense pays, un pays qui est en plein progrès et un bouleversement économique, hein, depuis plus de 10% de taux de croissance. Donc on voit bien aussi, que ce soit dans les modèles ivoiriens aussi, que la richesse ne profite pas à tout le monde. Alors, et ça, c'est un aussi des enjeux que les hommes politiques, vous en particulier, devraient traiter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le fait que la richesse est captée par un petit bout de personnes et qui crée cette violence et ces crispations identitaires. Il faut vous parlez d'identité, je pense qu'il faut se reconnaître dans cette identité. Et quand je parlais quasiment de la redistribution de ces richesses-là, il faut savoir quand il y en a des minorités et des majorités, il faut faire très attention parce qu'il faut impliquer la minorité dans la gestion de l'État. Et parce qu'on a tendance à voir que l'ethnie majoritaire a toutes les affaires en main, et ce qui amène une frustration, et la partie ethnique minoritaire peut se positionner pour dire, écoutez, nous, on n'est pas impliqués dans la gestion de l'État, et il faut s'organiser pour créer des rébellions et puis faire des massacres ou arriver à une violence. Et donc, tout est une question d'organisation sociétale. Alors, si nous regardons l'Occident, on a dépassé cet aspect-là parce que les gens sont placés en fonction de leur potentialité et que, en lien avec cette potentialité, chacun se reconnaît dans la participation de la gestion de l'État et du développement de sa nation et de son village, son quartier et de sa famille. Alors, ça, c'est un enjeu économique, également un enjeu de gestion, de participation et d'implication dans la gestion de l'État. Alors, ça, c'est l'enjeu principal, à mon avis. Il faut se questionner et puis penser quel est le modèle le plus optimal qu'il faut mettre en place. C'est ça, donc c'est sûr que ça va être le travail vraiment des juristes africains et d'inventer ces nouveaux systèmes adaptés à la réalité, nos réalités du continent et surtout à son mode d'insertion un peu dans le système international. Donc, je vais rebondir directement. Merci pour vraiment ces éclairages. Hein. Et on va changer de sujet pour parler de la situation des États-Unis. Voilà un immense pays, le pays le plus puissant du monde. Et donc, le suspense est total hein, concernant donc le dénouement de cette élection présidentielle entre Trump et Joe Biden. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'issue de cette élection et quel rapport avec le continent africain qui nous est cher? Je pense que Joe Biden est là quelque part de la Maison-Blanche. Alors hier, on a passé toute la nuit à regarder, mais aujourd'hui,
nous voyons un peu le score, ben, on est à peu près, si j'ai bonne mémoire, à 264 grands électeurs contre 218 pour Donald Trump. Alors, il y a un grand écart, mais il y a quelques États en jeu qu'il faut attendre les résultats. Mais à 270, Joe Biden est très proche pour essayer d'emporter les élections. Alors, quelle est la relation diplomatique entre l'Afrique et les États-Unis? Alors, il ne faut pas se douter. Ça dépend un peu de tous ces aspects macroéconomiques et puis de leadership de ces dirigeants africains à se positionner, à créer un partenariat bilatéral dans le but de promouvoir ces relations et de consolider ces relations. Mais pour l'instant, il faut pas se précipiter. Je pense qu'il faut attendre. Possiblement, nous aurons d'ici la fin de la journée aujourd'hui, disons des pronostics qui diront est-ce que Joe Biden va passer. Mais personnellement, j'aimerais mieux avoir Joe Biden. Oui, je pense que tout le continent voterait si on devrait demander l'avis Joe Biden, forcément, quand on voit comment Donald Trump a traité l'Afrique. Je me rappelle des termes qu'il avait adressés au peuple africain. Enfin, donc, on n'a jamais vu ça, un président de cette façon, cette manière de gouverner. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans sa manière déjà de contester les résultats avant même qu'ils soient proclamés. Donc, qui rappelle un peu certains dirigeants africains. Est-ce que Donald Trump ne fait pas en fait ce que font les Alpha Condé, les Ouattara? Enfin, s'il avait les moyens de s'accrocher au pouvoir, je pense qu'il serait peut-être tenté par ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je répète un ami écrivain qui dit le monde moderne est géré par des plots, donc des gens bruts qui sont là et qui se prennent comme si c'est des petits dieux et puis qui se permettent de tout. Alors, c'est que nous voyons en Afrique, mais aux États-Unis, c'est difficile de penser aujourd'hui à ces façons de gérer. Donald Trump, ben, c'est quelqu'un qui est lui-même et puis qui est brut et puis voilà et puis qui se laisse aller avec son intuition et puis sa façon de faire. Est-ce que c'est un bon modèle politique en matière de stratégie politique? Ça dépend, mais il y a certaines personnes qui aiment ça et puis voilà. Donc, oui, c'est sûr que. Mais aujourd'hui, on parle. Il veut saisir la Cour suprême pour essayer de créer des émeutes d'avocats, pour essayer de discréditer, pour dire qu'on l'a volé. Mais je pense que l'Amérique a dépassé ces étapes-là et il faut qu'on attende voir un peu l'évolution de cette tendance. Mais à mon avis, Joe Biden est en avance et certainement il va être le prochain président des États-Unis. En tout cas, donc à suivre, et c'est sûr que ça va être palpitant jusqu'au dénouement. On parle de quelques jours, certains disent même une semaine. Ce qui est sûr, donc on va peut-être essayer d'avancer dans notre discussion par rapport à l'actualité et revenir peut-être faire un petit retour sur l'actualité de la ville de Québec, donc par rapport à cette attaque qu'il y avait eu au couteau le 31 octobre pour Halloween. Donc, vous savez, donc toute la ville a été choquée. Diaspo est ancré aussi à Québec. Donc, nous avons notre part de tout ce qui s'est passé. Donc, ça posait un peu la question de la santé mentale. Et nous, on avait fait d'ailleurs quelques émissions là-dessus pour montrer combien c'est important d'avoir des gens, des hommes et des femmes qui soient bien dans leur tête. Donc, ce crime abject, enfin, donc on parle maintenant de psychose pour la personne qui a commis ces actes. Je rappelle quand même qu'il y avait donc eu 2 morts et 5 blessés suite à une personne qui était donc déguisée à la fête d'Halloween et qui s'est promenée donc dans la vieille ville de Québec pour, avec un sabre japonais, faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous pensez un peu de la réaction un peu des citoyens de la ville de Québec, de cette actualité qui nous a tous bouleversés? Ben, c'est déplorable, en fait. On ne souhaite pas ça dans une société très équilibrée. Et disons, nous compatissons avec les familles éplorées, mais ce qu'il faut se dire aujourd'hui,
c'est pas seulement souvent on pense que c'est des gens qui sont des intégristes qui font ça. Et il y a un problème. On peut pas. Pour l'instant, je peux pas me déterminer. Je pense que c'est facile à dire que c'est un problème mental, mais il faut se questionner. Est-ce que c'est juste les gens qui sont des terroristes qui peuvent faire des actes pareils? Et aujourd'hui, il faut aller à conscientiser la société dans le vivre ensemble. Et c'est important que les gens soient soutenus parce que dès l'instant où les gens ont une dépression, ils sont capables de faire tout et souvent, il y a un déclic au niveau du cerveau. Et ça, c'est le problème. Et malheureusement, c'est des gens de la population qui en périssent parce que on tombe sur des gens innocents. Et voilà ce qu'on a vécu malheureusement à Québec chez nous. Alors, je présente mes condoléances à ces familles éplorées et je pense que la lumière serait éclairée à ce niveau-là. Oui. Et d'ailleurs, justement, Diaspo s'associe aussi effectivement à l'émotion collective, donc, par rapport au fait que nous sommes une TV présente sur le terrain, une TV qui essaie de remonter toutes les aspirations de la communauté africaine et afro-descendante de Québec. Et d'ailleurs, je profite pour adresser aussi nos sincères condoléances à la communauté ivoirienne qui, suite à une disparition tragique qui vient nous être communiquée, Monsieur Sisso Monetti Mohamed, qui nous a quittés dans des circonstances un peu difficiles que nous ne pourrons pas dévoiler ici. En tout cas, donc voilà, toute l'équipe est associée et est présente avec la communauté ivoirienne donc de Québec. Donc, autre sujet, donc après ces moments d'émotion, je vais passer donc à quelques brèves que nous allons commenter de manière beaucoup plus succincte. Donc, sur la situation, le président algérien qui avait été évacué récemment en Allemagne pour des soins, il semblerait donc maintenant, c'est officiel, il avait donc attrapé la Covid, donc il est encore en soins. Juste pour rappel, en Algérie aussi, il y avait eu donc un référendum sur des changements constitutionnels qui avaient été d'ailleurs totalement rejetés par la population et qui montrent aussi toujours cette espèce de défi entre certaines élites dirigeantes et la population. Donc, et puis, sur le volet du terrorisme dans le Sahel, donc, suite à la visite de la ministre française donc, de la Défense, Madame Parly, donc, a été annoncé une cinquantaine de djihadistes neutralisés donc, dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il y a eu donc un remaniement ministériel récemment au Sénégal. Donc Macky Sall, qui est le président de cet État, a donc fait un petit réaménagement de son gouvernement et surtout avait tendu la main à certains tenants de l'opposition qui se sont retrouvés à travailler avec lui. Toujours la vieille tactique pour diviser pour mieux régner. En tout cas, sur fond de contestation, parce que la société sénégalaise aussi bouge énormément. Je sais qu'il y a eu une histoire qui a beaucoup ému la société civile sénégalaise avec 150 morts dans des jeunes qui avaient essayé de partir en Europe sur des pirogues sur ce fameux couloir donc, de l'Atlantique. Voilà, donc une actualité aussi difficile. Je ne sais pas si tu suis un peu ce qui se passe au Sénégal, qui est voisin de la Guinée. Alors, donc sur la détresse de la jeunesse africaine, qu'est-ce que tu en penses? Je pense, pour le cadre du Sénégal avec Idrissa Seck, c'est un jeu politique. C'est juste, à mon avis, ça a été le même cas un peu avec Sidia et Alpha, mais il faut faire très attention parce que c'est des calculs politiques que certainement Macky est en train de se positionner pour le mandat, pour les élections en 2024. Maintenant, est-ce que Idrissa Seck, qui était quand même un leader... Un opposant notoire. Justement notoire, une stature pourrait s'alimenter, se graisser pour se retirer, pour laisser Macky. Alors, ça c'est le jeu politique. Alors, attendons voir, mais ça peut être comme le cas de la Guinée où on a nommé Sidia pour représentant de l'État et après, on l'a lynché. Alors, voilà un peu, ça dépend de ce qu'il veut, mais si on se prédestine à être là pour le peuple et défendre la démocratie, il faut faire très attention. Il n'y a pas de copinage en politique.
Alors, à mon avis, c'est juste des calculs politiques pour essayer de manger et puis sauter. Alors, que ce soit les caisses noires qui sont là dans son département ou au niveau de Macky, mais c'est une façon de fermer la bouche. Mais attention à lui parce que ça peut quasiment arrêter sa carrière politique au vu de la société sénégalaise, parce que ces gens sont très matures en démocratie, mais encore disons, à remémorer les ménages dans le but de voir réellement c'est quoi les enjeux de sa nomination. Mais il ne faut pas se casser, c'est une stratégie politique pour Macky dans le but de se présenter tranquillement en 2024. Voilà, merci. En tout cas, c'est sûr que on n'arrêtera pas de discuter de ce continent d'avenir, ce continent qui bouge, ce continent qui, malgré toutes ses difficultés, est dynamique. Merci, Monsieur Ba, de cette analyse et de ce chemin de l'actualité africaine avec Diaspora Interaction et sur nos ondes. Donc, on va continuer à promouvoir la bonne information, promouvoir ce continent d'avenir, comme je viens de le dire, et surtout aussi partir de ce que nous sommes ici, donc des Africains de Québec, enracinés à Québec, et pour le vivre ensemble. Merci pour votre écoute. Merci, je vous remercie. Et à la prochaine alors. Oui, donc voilà, c'était Diaspora Interaction, donc le magazine de la diversité, de l'inclusion et du vivre ensemble. Bonne soirée et à bientôt sur nos ondes.